Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous, avec 3 spécialistes, un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye une italienne, effectivement, une Alfa Romeo, la Tonale, avec nos 3 spécialistes que je vous représente, qui sont revenus, qui font leur rentrée. Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Chroniqueur automobile au journal Les Échos. Vous avez lancé Sans Bornes. C'est quoi Sans Bornes ? Exactement, une chaîne YouTube, un média digital automobile. On a démarré il y a quelques jours. Oui. Et on a fait quelques bornes. Et vous avez fait quelques bornes. Ouais, et c'est super. Et franchement, on est trop contents. Voilà. Objectif 1000 bornes. On continuera à avancer. 1 million. 1 million, pourquoi pas. Mélina Priam est avec nous. Elle en a fait des millions de bornes, effectivement, en essayant des véhicules les plus beaux qu'on connaisse. Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous sommes également avec Stanislas Laroumé. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale, une plateforme. Aujourd'hui, je le disais, on essaye l'Alfa Romeo Tonale. Mélina Priam, premier verdict. Alors, ça sent pas bon ça. Non, mais si je suis honnête. Si vous démarrez doucement, c'est que vous voulez aller loin en général. Oui. Une Alfa, ça démarre sur les chapeaux de roue normalement. Déçu parce que voilà, c'est la première Alfa depuis 5 ans. Beaucoup de fans d'alfistes l'attendent, même si pour les puristes, un SUV, c'est pas forcément ce qu'on attend d'Alfa Romeo. Mais voilà, mais elle était très attendue, peut-être trop attendue. Et elle est un peu décevante d'un point de vue, je dirais, mécanique. Pour l'instant, il y a 2 moteurs, il y a également un diesel, mais il y a 2 moteurs essence 130 et 160 chevaux qui sont un peu à tonnes. Et c'est pas ce qu'on attend d'une Alfa. D'une Alfa, on attend que ça soit vivant, pétillant. Voilà. Après, moi, c'est une voiture pour laquelle j'ai quand même une certaine tendresse, je vais dire, parce que ce qu'Alfa a réussi à préserver, c'est l'ambiance à bord. Alors c'est quoi, tiens, décrivez-moi en une phrase l'ambiance à bord d'une Alfa Romeo. On y retrouve plein de petits gimmicks, je dirais, typiques d'Alfa, avec des compteurs en forme, alors j'ai pas l'accent italien, mais canocchiale, c'est-à-dire les compteurs ronds typiques des Alfa des années... La classe à l'italienne. Voilà, la classe à l'italienne. Il y a un réel effort qui a été fait sur la qualité des matériaux, sur l'assemblage. C'est plutôt, ça présente bien. C'est pas une voiture très spacieuse, mais c'est une... Pourquoi tu te marres, toi ? Cédric Fréhour, vous n'êtes pas convaincu, allez-y. Non, alors, vous savez, je passe toujours pour le flic le plus sympa du groupe. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si, mais justement, je vais le mettre en moderato. Elle a le virus alpha. Le virus alpha, qu'est-ce que c'est ? Tous les constructeurs courent après ce petit truc-là. C'est ce je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Et, le charme. Voilà, le charme. Et il existe. Bah oui, et Mélina a raison. Effectivement, les motorisations, on attend une motorisation plus importante qui va venir avec un plug-in hybride. Peut-être que Stanislas reviendra, 275 chevaux, qui va la mettre dans la cour des grands. En attendant... Je suis pas sûre. Cette précaution oratoire précède un grand mais. Je vous vois venir. Allez-y. Donc, le je ne sais quoi d'Alfa Romeo et le virus... Il existe effectivement dans l'habitacle, il existe dans ses roues, les jantes qui sont téléphones, parce que comme jadis, il y a des petits trous et voilà. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, en fait, c'est une voiture comme les autres. Et même moins bien que les autres. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on attend d'une Alfa justement que c'est comme un Italien que ce soit un événement. C'est un Italien super bien habillé. Il est hyper classe. Il vient vous chercher. Il est 20h. On va aller bouffer des pizzas. Ça y est, c'est le vin et tout. On se dit on va passer une bonne soirée. Et le mec, en fait, il dit rien. Et à 10h, tout le monde est au lit. Et j'ai l'impression qu'il vous a emmené en plus dans un fast-food. Non, je te trouve sévère parce que il y a une grosse déception côté mécanique et surtout avec les boîtes automatisées qui sont pas du tout en accord avec la mécanique. Oui. Mais il y a quand même un châssis. Il y a un châssis, il y a une direction qui est plutôt sympathique, donc ça compense pas complètement. Tous les voyants ne sont pas au rouge. Voilà. Stanislas Laroumé, alors d'habitude vous êtes la plus mauvaise langue des 3, je crains le pire. Ah ben vous avez bien raison. Non, moi, je salue l'effort d'Alfa de sortir une nouvelle voiture, comme l'a dit Mélina. Moi je la trouve très belle déjà. Bon. Je trouve que ce SUV est magnifique. Après, je suis complètement d'accord avec Mélina et avec Cédric. Malheureusement, côté mécanique et côté amortissement, c'est mal amorti.
C'est vrai. Ouais, je sais pas, ils n'arrivent pas à faire. En fait, l'idéal d'un SUV compact, ça serait d'avoir une plateforme de 3008, un design d'Alfa, une technologie de Hyundai et une habitabilité de Tiguan. Donc Voilà. en Là, gros, ne garder de l'Italie que l'enveloppe, quoi. bah, c'est ce que disait Cédric. Voilà. Oui. C'est en fait le type avec lequel on aimerait dîner, ben il est pas très sympa. Voilà. Et à conduire, moi je me suis un petit peu ennuyé au volant. Quoi. La boîte est lente, la direction est à mon sens trop artificielle, très 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 assistée. Alors oui, il y a un châssis, ça tient très bien la route, ça, il y a aucun problème. Vous êtes un grand conducteur. J'aimerais que vous décriviez à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des conducteurs de chaque jour, ce que c'est que pour vous une direction trop artificielle. C'est-à-dire Ça qu'on décrit quelle sensation? on ne sait pas exactement où on pose ses roues. Vous mettez... C'est pas rassurant, ça. Non, mais Dit la comme voiture, ça. la voiture tient très bien la route, évidemment. Non, mais c'est-à-dire que le pouvoir que vous exercez au volant n'est pas forcément ressenti par la personne qui est derrière le volant. On n'a pas d'agrément de conduite. Évidemment, le top du top, c'est une Peugeot. Il suffit que quelqu'un monte dans une Peugeot. Et après, on peut comparer avec les autres. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, la voiture, bon, elle est très jolie. Elle Question est pas du très réalisateur du Grand Matin Week-end, est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'assistance, par exemple? Exactement, ouais. Eh ben C'est voilà, ça. vous voyez, Trop d'assistance. trop assisté. Vous n'aimez pas être assisté, vous aimez bien tout ressentir, effectivement. Bon, s'adresse quand même un tableau assez sombre. Parlons quand même du prix. À qui elle s'adresse et dans quelle gamme de prix on est? Alors le problème, c'est que le prix, c'est pas forcément non plus une bonne nouvelle, parce que moi je la trouve assez Assez cher, ouais. assez chère. Je vais y aller. Alpha se positionne vraiment dans ce qu'on appelle maintenant le Premium Access, c'est-à-dire plutôt Le début du haut de gamme. Le début du haut de gamme. Les prix s'annoncent comme étant alignés sur ce que BMW va faire avec le nouveau X1. On a un tarif qui démarre à 35 400 €. C'est cher. C'est cher Mais pour ça me semble encore cher une d'une fois. part, surtout pour ce que ça semble être quand je vous écoute Oui, tous les trois. c'est-à-dire que là, on est sur un moteur essence 130 chevaux, sans micro-hybridation. Donc, c'est un petit peu cher, même si l'auto est bien équipée. Et si, encore une fois, à bord, c'est plutôt sympathique, c'est un peu cher. Cédric Fréau. Ce qui peut peut-être sauver les meubles, en ce moment, il y a un peu une pénurie sur les commandes de voitures. Donc, s'ils réussissent à livrer mieux que les autres, ils peuvent C'est prendre des Alfa parts de Romeo marché. quand même. Peut-être qu'on n'aura pas le Donc, choix, sur ouais. les livraisons, ça va être compliqué. Et surtout, c'est le cœur du marché européen et c'est surtout beaucoup de locations. Donc, question, Mélina, pourquoi ce serait compliqué en termes de livraison? Parce que c'est Alfa Romeo? Non, mais parce qu'il y a souvent eu, alors là je suis un petit peu mauvaise langue, il y a souvent eu quand même des retards de livraison chez les Italiens. J'ai pas compté le nombre de clous dans le cercueil, mais ça en fait un certain nombre depuis le début. Mais il y a des points positifs. Par exemple, Alpha essaye de se débarrasser de cette vilaine image de mauvaise fiabilité. L'auto est garantie 5 ans. Donc c'est plutôt rassurant. C'est très bien ça. C'est très très bien. Et d'un point de vue techno à bord, c'est plutôt, c'est pas mieux que les autres, mais c'est la au pointe. moins C'est quand même correct. au niveau. Alors moi, Stanislas. je trouve ça mieux, par exemple, que la dernière Golf. En termes d'ergonomie, l'écran central des Volkswagen actuels, Skoda et un peu moins les Audi, c'est épouvantable à utiliser. Alors que là, c'est bien conçu. Alors là, ça marche très bien, c'est très rapide et la commande vocale marche très très Elle bien. vous entend, même. Elle m'entend, même moi. Vous Même imaginez. vous, effectivement, et même quand vous appuyez sur le champignon. Enfin bref, tout va bien. Ah non, là pour le coup, ça marche très très On bien. n'a pas parlé du confort intérieur. Moyen. Cédric Fréour. Bon. En fait, il a résumé. Elle est dans le niveau de la classe qu'on attend. C'est-à-dire que ceux qui s'intéressent pas à l'automobile se diront c'est bien, il se passe pas grand-chose. Oui. Et ceux qui attendent effectivement une explosion d'émotions, ils sont un peu sur leur faim. Mais elle est confort. Le moteur, effectivement, on l'entend pas. Parfois, on a même le sentiment que c'est une électrique. Mais comme c'est une Alfa Romeo, c'est pas un torrent d'émotions. Non, effectivement. Donc, Puis, vous connaissant tous les trois, quand vous dites parfois on a le sentiment que c'est une électrique, c'est pas forcément un C'est pas compliment. une qualité, c'est- non. Il y a un truc quand même, effectivement, Stanislas le disait bien, et on va le répéter au risque de radoter, elle est magistralement belle. C'est-à-dire que tout le monde la regarde. Le regard de l'Alpha avec ses 3 petits feux, sa calandre, voilà, en delta là, qui est génial, son logo,
les armoiries de la ville de Milan, le serpent des Visconti, le blason de... Non mais c'est magistral. Le blason Alpha est mythique. Ouais, et surtout à une époque où tout le monde refait ses logos, les fait en 2D pour que effectivement le digital puisse et une simplicité parfois presque trop importante, d'avoir un vrai beau blason. Franchement, il y a les poils qui se dressent et tout ça, on est super content. Mais c'est vrai que après. À conduire, c'est moyen. Après, le verre là, moi j'ai une il est génial, le version verre Montréal. magnifique. En un mot. Le verre Montréal. Une espèce de verre forêt, enfin c'est magnifique. Une couleur magnifique. C'est sublime, c'est une couleur rare, elle le porte à merveille et ça justement ça empoche le morceau. Oui, mais les garçons, je vous rappelle qu'une Alpha, c'est rouge. Alors ça, c'est pour les feux. Oui, mais elle le porte très bien aussi. Résumons quand même votre analyse, peu importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon. Ce sera le résumé de votre essai. Bon, vous étiez parti de bonne humeur en vacances, on sent que c'est la rentrée pour vous êtes revenus. Ça vous manque, mais vous reviendrez un jour en Italie. Merci à tous les trois, Mélina Priam, Cédric Fréour et Stanislas Laroume. Merci beaucoup. Merci. Dimanche prochain pour un nouvel essai sur Sud Radio Auto. Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, on fait le point sur l'actualité du marché de l'automobile et de tous les marchés d'ailleurs qui concernent l'automobile. Si vous vous êtes déplacé en voiture cet été, comme la majorité des Français, vous l'aurez constaté, il y avait une file d'attente devant chaque station-service sur l'autoroute des vacances. Et il y avait aussi une file d'attente devant les bornes de recharge. On va faire le bilan de l'utilisation des bornes de recharge cet été. On en parle avec notre invité Clément Molison. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'AVER. AVER, c'est Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. Ça veut dire que ça représente toutes les mobilités électriques, pas seulement d'ailleurs la voiture, si ? Tout à fait, on ne défend pas que la voiture, on fait aussi les deux roues, les poids lourds, camions, les bus. On a un peu plus de 220 adhérents aujourd'hui qui représentent tout l'écosystème. On a des constructeurs, des énergéticiens, des fabricants de bornes, des opérateurs. Enfin voilà, Et ça tombe bien, parce qu'on va parler de ce qui permet justement aux véhicules de redémarrer, ce sont les bornes. Est-ce que les Français ont beaucoup plus utilisé les bornes de recharge électrique cet été que l'été précédent ? À mon avis, oui. Alors oui, parce qu'il y a plus de véhicules électriques en circulation. On a à peu près aujourd'hui 1 million de véhicules électrifiés, donc électriques et hybrides rechargeables. Par contre, peut-être pour revenir sur votre propos initial, en réalité, il n'y a pas eu vraiment, a priori, de queue dans les stations de recharge sur autoroute. On a vu une ou deux situations un peu plus critiques. Je parlais pas de bouchon, je parlais du chassé-croisé, c'était logique aussi. Pour le moment, le premier bilan qu'on peut faire, on le fait avec l'association des sociétés autoroutières, c'est qu'il n'y a pas eu de situation critique. On va bien vérifier que c'est le cas, mais c'est bien passé. En gros, la plupart du temps, tout le monde a pu recharger, il y avait des bornes pour tout le monde, et ça, c'est le plus important. Alors justement, je le disais, plus de Français qui ont rechargé leur véhicule cet été, ce qui est logique parce qu'il y a plus de véhicules électriques, parce qu'il y a plus de bornes que l'été dernier. On en parle aussi de l'augmentation des bornes qui sont à disposition, et ça c'est important. Et en plus, il y a plus de Français qui étaient partis en vacances. Donc du coup, ça faisait un tiercé gagnant pour l'utilisation des bornes de recharge. Est-ce qu'on a une idée du nombre de bornes de recharge qui ont été utilisées cet été par les Français ? Alors, utilisées, je peux pas vous répondre. Qui étaient à disposition ? Par contre, celles qui sont disponibles, on peut répondre. Aujourd'hui, on a à peu près 67 000 sur l'ensemble du territoire, notamment sur autoroute. Et ce qu'on peut préciser sur autoroute, c'est que cet été, 60% des aires de service étaient équipées en bornes de recharge rapide. Et l'objectif, c'est à la fin de l'année que ce soit 100%. Rappelons la différence entre une borne de recharge rapide et une borne de recharge, allez, on va le dire poliment, normale. C'est quoi la différence en temps de recharge ? Alors, en temps de recharge, vous allez être sur de la recharge lente sur plusieurs heures, à la recharge normale en 1 heure, 2 heures. Et quand vous allez être sur la recharge rapide, l'objectif, c'est le plein. En une vingtaine, 20-30 minutes. Voilà, donc il y a évidemment une différence. Il faut que ce soit adapté aux véhicules, ou ça c'est adapté à tous les véhicules ? C'est pas adapté à tous les véhicules, c'est en train de se développer justement parce qu'on a des autonomies de véhicules qui augmentent. Donc en parallèle, on a aussi des capacités de recharge qui augmentent. Ce qui est important. Ensuite, parlons de la différence de prix. Il me paraîtrait tout à fait logique, évidemment, qu'un service qui m'est assuré en quelques minutes soit plus cher que le même service assuré en 9 heures. Quelle est la différence de prix entre une recharge normale et une recharge rapide ? Alors, si je vous donne des fourchettes de prix, à domicile ou au travail, 90% des recharges aujourd'hui, on est autour de 2 € au 100 km. Quand on va être sur de la recharge normale, lente, en voirie, quand vous êtes en votre centre commercial ou dans la rue, vous êtes plutôt autour des 6 €. Sur de l'autoroute ou sur de la recharge très haute puissance, vous êtes plutôt autour des 15 €. Voilà, comparé aux 100 km à du thermique, on est entre 12 et 16 €. Et dans le meilleur des cas, c'est quand vous avez des moteurs
récent et donc très performant. Effectivement, et que vous avez une conduite en plus qui n'est pas forcément trop dépensière. Donc voilà, c'est important aussi de le souligner. Il y avait un objectif d'installation de 100 000 bornes, on en est où ? Donc on est à peu près à 70 000 exactement. C'est un objectif à l'origine qui était fixé pour la fin de cette année, qui avait été avancé un petit peu par Jean-Baptiste Djebbari, le précédent ministre des Transports. C'est un objectif qui sera tenu courant d'année prochaine. Je pense qu'il faut quand même préciser que c'est un objectif qui était utile pour se donner un horizon. Pour autant, c'est sur la base de recommandations de 2014. 2014, la mobilité électrique, c'était embryonnaire, on savait pas encore tout à fait. Aujourd'hui, on réfléchit beaucoup plus en termes de puissance, justement, d'essayer de développer de la recharge rapide. Plus que le nombre de bornes, ce qui compte pour vous, c'est aussi la qualité de la recharge, quoi. C'est exactement la qualité de la recharge, la qualité du service, la puissance qui est proposée. Si on regarde là, juste sur la recharge très haute puissance, donc au-delà de 150 kW, donc c'est ce qui nous permet de recharger en 20-30 minutes sa batterie. On a triplé le nombre de points de recharge depuis le début de l'année. On est à peu près à 2000 aujourd'hui sur le territoire français. Donc on a une vraie évolution. Si je devais résumer en regardant l'ensemble des bornes de recharge qui existent aujourd'hui en France, il y en a un certain nombre, vous en avez parlé, qui sont sur l'autoroute, notamment des bornes de recharge rapides. Un certain nombre qui sont installées dans des domiciles particuliers et d'autres aussi qui sont installées dans des lieux où on pourrait passer par exemple des parkings. On en avait parlé notamment un parking Vinci qui a installé des bornes. Il y a aussi les copropriétés. Où est-ce que les bornes manquent le plus dans ce pays ? Alors, peut-être plutôt là où on en a besoin, la copropriété, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, l'essentiel des premiers acheteurs, les premiers adoptants, les early adopters pour les anglophones, avaient une maison individuelle. Les copropriétés, ça représente beaucoup de Français. Il y a des choses qui existent. Il y a un droit à la prise. Vous pouvez avoir votre prise. On développe aussi des solutions collectives. C'est quoi un droit à la prise ? Un droit à la prise, c'est quand vous êtes propriétaire, locataire ou occupant de bonne foi d'une place de stationnement dans une copropriété. Vous avez le droit de vous faire installer une borne à vos frais. Que ça plaise ou non à la copro ou aux voisins. L'Assemblée générale n'a pas à décider de votre droit, c'est un droit. Heureusement, votre voisin n'a pas le droit de décider si vous pouvez bénéficier d'un droit aujourd'hui. Ça fait l'objet d'informations, c'est encadré. Vous pouvez vous y opposer devant un tribunal, mais c'est un droit. Et vous perdrez quoi qu'il arrive. Mais ça coûte combien d'installer une borne, par exemple, dans une copropriété ? J'ai une place de parking, comme c'est le cas de beaucoup de Français. J'ai une place de parking dans ma copropriété. On est, je sais pas, une dizaine de copropriétaires. Je veux installer cette borne. Ça va me coûter combien ? Alors là où ça va être assez, ce qui va faire varier le prix, c'est notamment est-ce que votre parking est prééquipé. C'est valable depuis des années, mais sur des parkings récents ça n'a pas été fait, et sur les anciens évidemment c'est pas le cas. Et également si vous êtes éloigné ou non du réseau électrique. Mais il faut compter autour des 2000-2500 euros pour votre place, avec votre borne, avec le prix de l'installation et de l'installateur. Donc c'est un peu tout compris, mais parce qu'il y a une partie importante de génie civil dedans. Alors parlons maintenant du prix. On a parlé du prix d'installation d'une borne. Il y a quelque chose qui marque tous les Français, qu'ils roulent à l'électrique ou qu'ils ne roulent pas ou qu'ils roulent au thermique. C'est le prix de l'énergie. Est-ce que la consommation d'électricité via la conduite en voiture électrique sera impactée aussi par la hausse du prix de l'énergie ? Alors, pour le moment, on ne voit pas encore tout à fait l'impact, mais on surveille ça avec beaucoup d'attention. Comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel des recharges se font à domicile ou au travail. Donc ça va beaucoup dépendre en fait des mesures qui seront mises en place aussi pour accompagner les ménages, comme c'est le cas aujourd'hui avec le bouclier tarifaire. Du bouclier tarifaire, ça dépendra de votre contrat, tout simplement, de votre fournisseur d'énergie. Donc si vous avez un contrat qui est très cher, par exemple, si vous consommez en plus pour votre voiture, ça risque d'augmenter. Si vous avez au contraire un contrat qui est plutôt bien ficelé, ça augmentera de manière très modérée. Exactement. Vous allez aussi probablement pouvoir bénéficier des heures pleines, heures creuses. Le véhicule électrique, quand on le recharge chez soi, généralement on le recharge la nuit. Donc on va pouvoir bénéficier aussi de tarifs réduits par rapport à un tarif en pleine heure de pointe. Et ce qui ne sera pas du tout inutile, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger du tout l'installation de bornes à domicile. Faut pas négliger l'installation de bornes à domicile. Les gens aujourd'hui souhaitent la plupart du temps se recharger chez eux ou au travail parce que c'est là où c'est le plus simple, c'est là où votre voiture va rester pendant des heures à ne rien faire que vous attendre. Donc c'est là où on va le développer. On va
aussi regarder, nous, c'est l'impact sur la recharge publique, sur la recharge en voirie. Là, il y a pour le moment une certaine diversité en fonction des acteurs qui ont des contrats sur plusieurs années. Donc, selon quand est l'échéance, ils bénéficient encore un peu de prix des prix qu'on a connus ces dernières années. Pour certains qui sont en train de se fournir dès maintenant, on voit effectivement un impact important. Va être très important, je pense, pour le gouvernement de ne pas oublier les électromobilistes. On a des aides et on les comprend pour des ménages qui, sur du thermique, ont besoin de leur voiture. Sinon, ils n'y arriveraient pas de toute façon. Pour autant, il ne faut pas oublier là-dedans également les électromobilistes qui, en plus, faut rappeler quand même, le prix de l'électricité aujourd'hui, il est directement impacté par le prix des énergies fossiles. C'est ça. Donc, il ne faut pas qu'on paye non plus l'addition de l'utilisation en parallèle d'autres énergies. Est-ce qu'on passera l'hiver? En tout cas, on va tous faire en sorte. C'est la question que se posent beaucoup de Français, d'ailleurs, en cette période de rentrée. Merci pour tous ces éclairages, Clément Molison. Puis, on vous réinvite pour les 100 000 bornes. Avec grand plaisir. On finira par y arriver quand même à ces 100 000 bornes installées sur le territoire. Cet objectif. Délégué général de l'AVER, Association nationale pour le développement de la mobilité électrique.